Hello, bonsoir à tous. Bienvenue dans Wingmaster, ce Wingmaster live spécial. C'est le numéro 2 de ce Wingmaster spécial en direct live avec Jérôme que l'on va retrouver ici. Alors attention, aujourd'hui, je pense que techniquement, on est top sur le son, l'image et tout ça. J'espère que ça va fonctionner. Jérôme devrait apparaître. Magie, le voilà. Salut Jérôme. Salut à tous et bienvenue. Et alors, moi je suis à Lyon, Jérôme, tu es dans les alentours de Grenoble, et on va essayer de vous faire vivre des trucs sympas ce soir avec notre spécialiste, parapentiste, spécialiste du parapente et notre expert Wingmaster qui est Jérôme. Jérôme qui a réalisé cette masterclass avec ses 21 épisodes et ses 11 heures de vidéo, et du coup qui a plein de conseils à vous donner sur une thématique aujourd'hui que tu as choisi, Jérôme, en tirant au sort, c'est ça? Non, non, vas-y. On a fait pile ou face, Ouais, c'est ça. même avec un dé 20 faces. Voilà, donc le thème choisi ce soir est le pilotage en aérologie turbulente et ce qui peut en découdre, les conséquences, la gestion des incidents de vol. Donc, tu veux qu'on commence par quoi? On se met une petite vidéo pour montrer Bah, la fermeture voilà, asymétrique, par exemple, d'un tout incident à de fait. vol. Donc déjà, on peut déjà définir ce qu'est un incident de vol et on peut avoir en fait deux chapitres, en fait deux thèmes. Bon, là, on va parler des incidents de vol qui sont dus à l'aérologie en fait. Donc les incidents de vol qui sont dus à l'aérologie vont être la fermeture frontale, vont être la fermeture asymétrique. C'est les deux incidents de vol principaux qu'un pilote de parapente peut vivre. Il existe aussi d'autres incidents de vol dus à l'aérologie, par exemple sur des voiles très mouillées, qui peuvent rentrer en phase parachutale, mais c'est quelque chose qui est plutôt assez exceptionnel sur les voiles de loisirs et qui est plutôt un thème dont il faut faire attention avec les voiles de performance et de compétition. Voilà. Et les autres incidents de vol, c'est-à-dire le deuxième thème, serait plutôt des incidents de vol qui sont dus au pilote, ce qu'on appelle le surpilotage, à cause d'actions de pilotes qui ne sont pas judicieuses, qui ne sont pas adaptées, qui sont trop violentes ou trop longues dans le temps. Voilà, donc sur ces quelques images qu'on va voir maintenant, on va voir les incidents de vol, fermeture frontale et asymétrique dus à l'aérologie. Sur ces premières images, on voit ce qu'on appelle la fermeture asymétrique. Alors, il y a la première qui est vraiment toute petite. On voit que la voile, bien que ce soit une voile de performance avec une réouverture autonome et très rapide, en fait, il n'y a pas beaucoup d'action à avoir. On laisse faire la voile, il n'y a pas de changement de direction, il n'y a pas de mouvement de tangage de la voile. Dans les deuxièmes fermetures, elles sont plus grosses, c'est-à-dire qu'on arrive à 50% dans l'envergure, donc un petit peu plus de la moitié, 50-55%. Donc là, on peut commencer à avoir un mouvement de tangage, c'est-à-dire la voile qui part vers l'avant, et un mouvement de rotation. Donc là, c'est là où le pilote, il ne faut pas se précipiter sur ce qu'on appelle le contre à la commande ou à la sellette. Il faut déjà voir ce qui se passe et laisser faire dans un premier temps la voile, parce que les voiles ont quand même un côté autodémerdant où elles vont gérer seules l'incident de vol. Et ça va permettre ce petit temps, une certaine analyse de ce qui se passe et ensuite d'avoir une action judicieuse sur la commande. Voilà, pour éviter ce qu'on appelle le surpilotage. Là on a attaqué sur un truc assez fort en fait sur la fermeture asymétrique, sur le thème du pilotage en turbulence, mais on peut revenir sur pourquoi on peut avoir ce type d'incident en vol, c'est-à-dire que quand on vole dès le 20e vol, le 30e vol, dès les premiers vols en fait, on va voler et la voile va commencer à bouger sur les axes de tangage et les axes de roulis. Donc le premier thème déjà de pilotage, en fait, pilotage en turbulence, va consister à limiter ces mouvements-là. Limiter les mouvements de tangage de la voile en utilisant les freins et limiter les mouvements de roulis, mais plutôt des mouvements de déport de trajectoire en utilisant la sellette et la commande. Pour limiter ces mouvements-là, ça sera le premier thème de pilotage qu'on aborde tôt dans la progression. Ensuite, comme on va continuer sur des vols, on va dire, où on va souhaiter rester en l'air,
exploiter les ascendances thermiques, voler avec un petit peu plus de vent pendant notre vol, là on va être confronté à des turbulences qui peuvent être un peu plus fortes et qui peuvent générer des incidents de vol. Et là on vient de voir le premier, la fermeture asymétrique. Alors, on avait une question sur Facebook là, avant qu'on démarre, qui était à quoi correspond le contre en fait, puisque c'est là où vous verrez que pendant notre discussion, je vais nuancer certains propos. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce qu'il faut contrer à la sellette, est-ce qu'il faut contrer à la commande, est-ce qu'il faut faire beaucoup de sellettes, pas de commande, beaucoup de commandes ou peu de sellettes. Donc, et on a des gens qui se posent la question si effectivement on n'est pas à la limite du décrochage par moment. Alors, c'est une question qui est récurrente, c'est-à-dire qu'il faut ramener cette question sur votre moment de progression. Si vous avez fait quelques stages de perfectionnement en école, le message que vous avez en début de progression et qui est juste en fait, qui est on aime que le pilote ne fasse pas des actions trop violentes, trop profondes sur les commandes et qu'il utilise beaucoup plus la sellette en transfert de poids. Ce qui se passe ensuite, c'est que quand vous sortez de ces stages de perfectionnement et tout, vous allez continuer à voler seul, vous allez continuer à progresser, vous allez avoir des voiles qui sont peut-être un petit peu plus techniques et vous allez aussi voler dans des aérologies plus fortes. Donc ce message-là, le contre-sellette, il va falloir en faire un petit peu plus en fait, et on va voir que dans certaines configurations de fermeture asymétrique, le contre-commande est souvent une action rapide à faire, très efficace, il faut simplement la doser. Alors que sur une fermeture asymétrique, le corps en fait a tendance à énormément se déséquilibrer dans la sellette. Donc il est compliqué après la fermeture de remonter entre guillemets dans sa sellette pour essayer d'avoir un appui extérieur à la fermeture. Donc l'action que vous pouvez faire de manière très rapide, c'est à la commande opposée à la fermeture pour reprendre un cap, et cette action bien sûr doit être dosée. Si vous appuyez très fort sur la commande et surtout très longtemps, là on risque d'être en limite de décrochage, et c'est une peur qui est normal parce que c'est un message qu'on vous a donné très tôt au début de votre progression, mais qu'il faut maintenant nuancer. Il faut utiliser la commande sur les contres parce que c'est efficace. Il faut simplement le doser. Et quelqu'un pose la question, pas de contre-sellette, est-ce que ça veut dire qu'on peut se laisser aller dans la sellette? Alors là, pareil, deux types de réponses. Sur des voiles au début de votre progression, sur des voiles de loisirs, etc., si vous subissez une fermeture de plus de 50% de la voile, qui est une grosse fermeture asymétrique quand même, la sellette va basculer, vous allez tomber entre guillemets du côté fermé. Donc là, c'est même pas trop une question de se laisser aller ou pas, c'est que vous allez subir ce transfert de poids. Donc là, à partir de là, vous avez deux possibilités. Soit vous essayez de remonter pour appuyer côté opposé en vous aidant des avant-bras sur les élévateurs, sur la base des élévateurs, pour remettre votre corps dans l'axe en fait, ou sur une planchette à plat, ou vous avez, même si vous êtes penché, vous pouvez contrer à la commande avec un déséquilibre du corps. La nuance maintenant, c'est quel type de voile on utilise. Plus on va aller sur des voiles de performance et de compétition, plus ces voiles ne vont pas accepter ou très peu accepter le contre-commande. Donc là, oui, on peut dire que sur des fermetures asymétriques qui partent en rotation, il faut accepter la rotation et même accepter le transfert de poids côté fermé pour que la voile garde de la vitesse. Et si la voile garde de la vitesse, votre contre-commande sera efficace. Si sur une voile de performance ou de compétition, après une grosse fermeture, vous faites un contre-sellette marqué brutal plus un contre-commande, ça risque de partir en surpilotage, c'est-à-dire en décrochage côté ouvert. Voilà, je ne sais pas si la nuance a été comprise, si j'ai été clair dans ce que j'ai raconté. Et une question de Martin qui demande qu'en est-il de la monosurface? Bon, moi j'ai perdu la vidéo aussi, après le son, la vidéo, donc oui. On a tout ce soir, c'est le bonheur. Donc qu'en est-il des monosurfaces, Jérôme? Alors, en ce moment, on a depuis quelques années des monosurfaces qui sont plutôt soit des voiles de montagne, soit des voiles de loisirs.
Et c'est vrai que le comportement des monosurfaces est un petit peu différent. Bien qu'elles soient homologuées ENA ou ENB pour la plupart des voiles que vous trouvez sur le marché, on va avoir plutôt un peu plus de technicité ou de comportement de voile un peu spécifique. C'est sur les mouvements d'abatté en fait, qui peuvent être beaucoup plus rapides, plus profonds sur des sorties de décrochage. C'est surtout ça la grosse différence. Sur des fermetures asymétriques, on peut retrouver le même comportement de voile. N'oubliez pas que l'homologation donne une note, entre guillemets, suite à une fermeture asymétrique, donne une note en fonction de l'abatté et de l'angle de rotation. Donc sur une ENB, qu'elle soit voile classique ou monosurface, si on a une note B, on aura les mêmes proportions. Par contre, on peut avoir des mouvements plus ou moins rapides. Merci Jérôme. Et encore une petite question, quid des sellettes sans planchette type hamac? Alors, on utilise beaucoup maintenant de sellettes sans planchette, que ce soit pour des vols montagne, ce qu'on appelle le string, ce qu'il y a de plus minimaliste, jusqu'à des sellettes de marché-vol avec cocon qui sont sans planchette. Donc, il faut savoir maintenant que certaines sellettes sans planchette pour le cross, en fait, pour le loisir, le cross, etc., le fait qu'il n'y ait pas de planchette n'empêche pas qu'il y ait assez de rigidité de la sellette, soit avec la mousse qui est rigide, soit avec la structure de la sellette, le fait que le corps soit bien tenu, un petit peu comme dans un siège baquet. Donc, on arrive à avoir de très bons appuis sellettes. Il est vrai que sur des sellettes montagne sans planchette très minimalistes, on a beaucoup moins d'appui sellette. Donc, quand vous appuyez sur votre cuisse pour faire un transfert de poids, ça a beaucoup moins de conséquences sur la voile pour les virages. En même temps, sur des aérologies turbulentes, vous, le fait de ne pas être sur une planchette, vous engendrez moins de mouvement de la voile et vous ressentez moins de choses. Voilà, donc c'est pas mal, c'est plutôt une adaptation à avoir avec ça. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi c'est sûr qu'on met énormément d'accent sur le pilotage sellette. Moi, je nuance beaucoup maintenant dans mon enseignement, c'est que je demande aux gens, je leur montre, j'essaye de leur faire découvrir plus de pilotage commande. La plupart des gens, jusque dans le loisir, sur des pilotes réguliers, utilisent très peu de débattement de commande, c'est-à-dire que c'est rare que les mains descendent en dessous de la poitrine, c'est-à-dire à peu près un tiers du débattement des commandes. Alors, pourquoi pas, ça marche bien dans la plupart des cas. Par contre, dans des aérologies plus mouvementées, où les mouvements de tangage, etc. sont plus profonds, on va dire, plus grands, les mains au niveau de la poitrine, il faut descendre les mains plus basses. Et c'est là où le pilote va être confronté à ce que je vous disais au début, c'est qu'il est confronté à une aérologie forte avec des voiles un petit peu plus techniques, on va dire, et il confronte ce qu'il vit avec le message de début qu'il a eu au début de sa progression. Attention, fais plutôt beaucoup de sellettes et pas beaucoup de commandes. Et ces deux choses vont se confronter à un moment. Et ça va avoir les conséquences où vous allez passer des phases où vous allez vous prendre la voile sur la tête un petit peu plus souvent, et ça voudra simplement dire que vous manquez de profondeur d'utilisation de commandes. Et je rajoute toujours des nuances ou des petits points particuliers. Quand on parle de l'utilisation de la commande, là, les questions abordent surtout le thème du débattement. Est-ce qu'il ne faut pas trop appuyer, le risque de décrochage et tout. Quand on utilise une commande, il y a deux thèmes qui sont extrêmement importants. Il n'y a pas que le débattement, il y a aussi la vitesse d'exécution et le temps où la main reste basse. C'est ça le point pour moi qui est le plus dont il faut le plus le méfier. C'est-à-dire que vous pouvez très bien descendre les mains très basses et en les remontant très rapidement, ça ne va pas avoir beaucoup de conséquences. Vous n'allez pas pouvoir décrocher votre voile. Par contre, si vous descendez votre main doucement, assez basse, et que vous la laissez basse un temps un petit peu plus long, là, on risque de décrocher. Vous comprenez? Donc, il y a bien un thème débattement de commande et temps où je vais laisser la main basse. Et c'est ça le truc le plus important. J'ai des questions, Jérôme, de Johan qui nous dit: suite à une rafale, j'ai subi une fermeture asymétrique. Je suis donc en sous-incidence. Quel comportement aurais-je dû avoir? Plus de vitesse, moins de frein?
Alors la question que je pourrais poser, c'est comment tu sais que tu as subi une rafale? C'est parce que tu l'as senti sur ton visage ou tu fais une analyse a posteriori? Si tu as une fermeture frontale, il y a eu une rafale de vent de face sur ta voile. Parce que là, ça me permet le temps que tu répondes, Johan, ça me permet de rebondir sur une question d'un pilote qui était, quand je vole en aérologie un petit peu mouvementée, je ressens plein de variations de vent relatives sur mon visage. Alors ça, c'est complètement normal, hein. On peut sentir des rafales sur le ressenti, Jérôme. Ressenti. Ah, ressenti. Je sais pas, parce que vous êtes quand même placé 8 mètres sous votre voile, donc quand c'est bien la voile en elle-même qui aérodynamiquement réagit à une rafale sur son profil, hein. Donc alors après, faire la corrélation entre ce que vous ressentez et ce qui se passe sur la voile, je ne m'avancerai pas trop là-dessus. Ce que je peux dire, c'est qu'en aérologie turbulente, on sent énormément de variations de vent sur son visage, etc. Et je ne fais pas de lien direct sur ce que je ressens sur le visage et ce qui va se passer sur ma voile. Par contre, ça peut me permettre d'augmenter ma vigilance. Le fait de ressentir plein de choses au niveau du pilote, au niveau de mon ressenti. Quelque chose dont il faut faire plutôt attention, c'est si le changement de vent relatif devient permanent et vient du bas, par exemple. Là, c'est-à-dire que le vent monte sur votre visage, mais en venant du bas, on n'a plus du tout du vent de face, et ça dure un moment. C'est que là, on est sorti du domaine de vol, on est peut-être en parachutal, tout simplement. D'accord? Donc, il faut faire la différence entre des mouvements rapides, un peu dans tous les sens, irréguliers, et quelque chose d'établi, quoi, au niveau du vent relatif sur le corps. On a encore des questions, Jérôme. Du coup, j'ai un petit message aussi. Tu peux te reculer un tout petit peu de la caméra si tu veux, parce que le son passe nickel maintenant. Tu vois, j'ai bien fait redémarrer le logiciel. C'était un petit problème. Donc, on t'entend très bien. Il y a quelqu'un, Eric nous dit l'écart de la ventrale a son importance. Tout à fait. Alors, c'est bien que vous posiez les questions parce que je ne peux pas aborder tous les thèmes en même temps, sinon je ne ferai que parler. J'ai envie que vous interveniez. Puis, on va repasser la vidéo aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui demande et on va repasser la vidéo comme il n'y avait pas de son. Tout à fait. Et donc, au niveau des sellettes, oui, bien sûr, l'écartement ventral a une importance, en fait. On vous en a aussi parlé dans votre progression, vous en avez parlé, etc. Donc, il ne faut pas trop bloquer là-dessus. Il faut juste savoir, il faut en tenir compte, en fait. J'utiliserai souvent ce terme, tenir compte des choses, prendre conscience des choses. C'est-à-dire que suivant l'écartement de votre ventral, vous allez faire fonctionner ce qu'on appelle un système ABS qui va limiter les mouvements de la sellette. Si votre voile bascule d'un côté, soit en roulis, soit parce qu'elle est fermée, si votre ventral est serré, vous allez avoir moins de bascule dans votre sellette, vous allez moins accentuer ce qui se passe. En même temps, vous allez avoir moins d'action sur votre planchette. Donc le truc, c'est de trouver le bon compromis quand vous volez, et c'est un compromis qui doit peut-être se trouver et un compromis qui doit changer au fur et à mesure du vol. Je vous donne un exemple. Quand on décolle, si on veut avoir un bel appui ventral, il faudrait plutôt desserrer sa ventrale pour pouvoir bien passer les épaules entre les élévateurs. Ensuite, si on vole en aérologie calme, on pourrait desserrer un peu sa ventrale ou ne pas la serrer pour avoir un bon appui sellette, etc. Et dans des aérologies turbulentes ou sur un vol typé performance, on fait des très longues lignes droites. Là, on peut resserrer son ABS pour faire vraiment travailler la sellette et que le corps soit moins sollicité. Vous voyez que c'est bien de connaître les différents réglages de votre ventral et jouer avec sur des vols qui durent plusieurs heures ou même sur des vols d'1 heure. Hein. Si vous changez vraiment de masse d'air et tout, vous pouvez jouer là-dessus. Il faut peut-être éviter d'avoir un réglage figé. L'autre point dont je veux aborder, c'est qu'il y a beaucoup de voiles. La majorité des voiles de loisirs se pilotent très bien à la commande. Et quand je suis en l'air, quand je vole, je regarde autour de moi et je vois des pilotes qui pilotent soit en thermique, en exploitation de thermique, soit en pilotage ou pour faire simplement des virages, qui sont extrêmement penchés dans la sellette. Je vois leur tête qui passe 30 cm à côté des élévateurs. Ça sert à rien. Le transfert de poids se fait simplement au niveau des fesses et il n'est pas très important. Il faut juste transférer votre poids, c'est suffisant. Et ensuite, si vous avez envie de tourner, il faut utiliser, je vais répéter ça souvent, plus de commandes.
Et là, vous êtes confronté au fait, est-ce que je peux appuyer un petit peu plus? Et je dis souvent, transfère ton poids et ensuite tourne ton volant. Si ta voiture ne tourne pas, tourne plus le volant, c'est-à-dire utilise plus de commandes. Merci Jérôme. On se regarde la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, il n'y avait pas le son, Oui. où tu nous faisais une petite démo de fermeture asymétrique. Ouais, tu peux mettre directement là 50% peut-être. Allez, À toi de voir. on avance. La voilà. On va l'avancer un petit peu. C'est le regard. Regardez ce qui se passe. Deuxièmement, l'analyse. On avance un petit peu. Voilà. Allez. On va avoir une fermeture plus grosse. Voilà. Petite fermeture asymétrique. La voile garde son cap. On regarde, on vérifie, mais on n'actionne pas. On ne se jette pas sur les commandes puisqu'il n'y a pas d'action pilote nécessaire. Fermeture asymétrique plus grosse. Voilà. La voile commence une rotation. Je la regarde. La voile réouvre, donc je n'agis pas, je laisse faire puisque là va intervenir dans le bon sens le rappel pendulaire, c'est-à-dire la voile après la fermeture va tourner avec une abattée. Le rappel pendulaire, c'est le corps qui bascule sous la voile. Ça, c'est plutôt avantageux pour moi, pour le pilote, puisque le pilote va repasser sous la voile et ça va plutôt résoudre le problème. Donc je ne me jette pas ni sur la sellette, ni sur le frein extérieur. Si la fermeture asymétrique est plus grosse, qui entraîne une autorotation, c'est-à-dire une rotation côté fermé, voilà, je regarde, la voile tourne et là je vais contrer à la sellette avec de la commande pour voler droit. Et ensuite, je regarde ma voile, j'actionne sur la commande pour réouvrir ma voile si ma voile ne s'est pas réouverte d'elle-même. Ce qui est important. Tu veux nous parler de ça, Jérôme, en live? C'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, il faut vraiment prendre le temps de regarder ce qui se passe. Vous voyez, là, il y a plus de la moitié fermée. Et de la rotation, le fait que la voile va vers la réouverture et le fait que le corps bascule sous la voile, ça va plutôt dans le bon sens. Donc, il ne faut pas se précipiter sur un contre, sellette ou commande, qui pourrait perturber tout ça ou engendrer ce qu'on appelle le surpilotage. Donc, il y a toujours ce côté laisser faire la voile. La question, c'est comment on fait pour laisser faire la voile? Parce que ça paraît évident de le dire, puisque les images que vous voyez sont réalisées en air calme, elles sont provoquées, et il n'y a pas de mouvement de tangage avant. Quand on vole en aérologie turbulente, quand on est en montagne, en plaine, etc., il y a plusieurs facteurs extérieurs qui vont rentrer en compte. Il y a le stress, il y a la surprise, et il y a le fait que la voile bouge avant l'incident de vol. Donc, c'est différents facteurs qui vont plutôt créer une envie au pilote d'agir tout de suite. Voilà, c'est là où il y a le risque de pilotage et c'est plus compliqué de laisser un premier temps laisser faire la voile. Il y a un autre facteur qui rentre en ligne de compte, c'est quand vous êtes près du sol. Quand on est très haut, on va dire que c'est avec de la hauteur, très haut, avec suffisamment de hauteur, on peut plus facilement laisser faire ce qui se passe, puisqu'on est moins gêné, on est moins perturbé visuellement par la proximité du sol verticalement ou sur les côtés si on est le long d'un relief. La proximité du sol aura tendance à faire qu'on a envie de se battre tout de suite, de réagir tout de suite, d'agir, de faire quelque chose avec ses commandes et on laisse moins faire la voile. Et le surpilotage intervient régulièrement avec ces trois facteurs. Le fait d'être surpris, de stresser et de la proximité du sol. On laisse moins faire la voile. J'ai des questions, Jérôme, pour toi. Il y en a différentes avec différentes thématiques. Mais alors, si je reprends, il y en a pas mal. En virage, si j'utilise trop la commande, j'ai peur de la vrille. Alors ça c'est là on est dans un incident de vol qui n'a plus rien à voir avec l'incident de vol dû à l'aérologie, la fermeture par exemple. Donc si en spirale, le risque de décrocher sur la spirale sera au début de la spirale, pas du tout pendant la spirale. Alors après il faudrait préciser ce qu'est la spirale. Si c'est quand tu enroules un thermique, si le risque est de décrocher, oui c'est parce que on n'incline pas assez la voile. Donc la voile a un virage trop à plat et on veut insister, donc on descend la commande un petit peu plus tout doucement et la voile risque de décrocher. Alors là, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est ce qu'on appelle le décrochage asymétrique sur une vitesse assez lente. Sur ces incidents de vol dus au pilote, la première action à faire, quel que soit l'incident de vol, c'est remonter la main ou remonter les mains.
tout de suite. Et la voile reprend généralement son vol de manière autonome. Si on s'endort sur la commande, là oui, ça peut durer plus longtemps, partir en vrille sur plus d'un demi-tour, etc. Et tu vas pouvoir répondre à Frédéric qui complète. Lui, quand je sens une perte de portance sur un côté, donc à peu près la même situation, j'envoie toujours un coup de frein marqué et bref, du même côté. Alors on va nuancer ça. Alors par contre, la question est judicieuse. C'est quand on vole en aérologie turbulente, c'est un truc dont j'ai pas parlé au début parce qu'on est rentré tout de suite dans les incidents de vol. Quand on vole dans des aérologies fortes en fait ou turbulentes, quand on dit forte en fait, c'est chacun peut trouver que l'aérologie est forte pour lui. Hein. C'est quelque chose de très subjectif. Hein. Et c'est normal. On peut trouver le vol a été très turbulent aujourd'hui. L'autre copain ou copine qui vole, elle a trouvé ça vraiment relax. Donc voilà, c'est comme ça. Quand on vole en aérologie turbulente, on va globalement ralentir un peu sa voile. On vole un petit peu moins vite, pour augmenter l'angle d'incidence, pour s'éloigner un peu des risques de fermeture, pour pouvoir redonner de la vitesse à sa voile, pour pouvoir freiner sa voile si nécessaire. Donc, le fait de voler avec un peu de tension dans les commandes va permettre justement de sentir quand il n'y a plus de tension dans la commande. Donc, quand on est en train de voler en aérologie turbulente et si la voile subit une fermeture asymétrique, du côté fermé, on va avoir une perte brutale de tension. Pour sentir cette perte brutale de tension, c'est bien d'avoir un peu de tension avant. Et quand on perd cette tension, le premier objectif, c'est d'essayer de retrouver de la tension dans la commande. Et pour retrouver de la tension dans la commande, il va falloir descendre la main assez rapidement, côté où la tension est perdue, pour retrouver de la dureté, de la tension. Et dès qu'on a retrouvé de la dureté, on va remonter la main. C'est là où il ne faut pas rester la main basse. Alors après l'histoire de donner un coup, je sais pas, peut-être qu'il y a une configuration où tu auras besoin de retrouver de la tension en donnant un coup brutal, mais le coup brutal est peut-être pas indispensable. Voilà, ça c'est nuancé. Peut-être qu'il faudra descendre la main très vite, que tu appelleras donner un coup dans la commande. Peut-être que la descente de la main sera un petit peu plus lente. Voilà, donc on peut pas généraliser le coup dans la commande. En tout cas, on peut généraliser le fait qu'en perte de tension, on descend la commande côté perte de tension pour retrouver la tension. Et pour revenir sur ce dont on a parlé juste avant, la fermeture asymétrique, Jérôme, là j'ai une question. Si ça tourne plus longtemps, nous dit Lionel, la FFVL dit un tour et tu fais secours. Qu'est-ce que tu en penses? Alors ça c'est... Il va falloir nuancer. Hein. Il va falloir énormément nuancer parce que quand la FFVL a sorti ce thème, moi j'ai tout de suite réagi parce qu'il manquait énormément de contexte à cette phrase, plus d'un tour secours. Et j'avais tout de suite envoyé un message à la FFVL, mais un tour de quoi? Vous voyez le contexte, parce qu'on peut faire un tour de vrille, un tour de spirale, un tour d'autorotation, un tour de voile cravaté. Le contexte peut être varié et la variété du contexte fait que l'action, on ne va pas tirer son secours sur un tour de vrille, par exemple. Il suffit juste de relever la main. Vous voyez la différence. Donc, moi, ce genre de phrase, je dis jamais ça avec les pilotes avec qui je suis. C'est qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours ce temps d'analyse. Donc, cette phrase serait juste dans un contexte dans un contexte précis, mais qu'il ne faut pas oublier de préciser. Plus d'un tour non contrôlable près du sol, je tire secours. Ou plus d'un tour non contrôlable où le pilote, même en analysant, il dit là ça va pas être contrôlable, oui je fais secours. Vous voyez, le contexte est très particulier. Et ce tour non contrôlable, il n'y en a pas 50. Il y a un tour avec une voile cravatée, où ça part très fort et le pilote se dit là je sais pas, j'ai pas l'expérience, je sais pas comment arrêter ça, donc secours. Ou plus d'un tour près du sol. C'est-à-dire que si vous n'avez pas assez d'expérience, ça va être très compliqué de bien réagir parce que vous n'avez pas beaucoup d'espace pour bien réagir. Donc, il ne faudrait pas que votre réaction entraîne une cascade d'incidents. Donc, oui, plus d'un tour près du sol, non contrôlable, secours, oui. Mais en général, la phrase plus d'un tour, secours, pour moi, ça manque énormément de contexte de ce qui se passe. On va continuer, Jérôme, on va avancer sur les turbulences toujours. Il y a quelqu'un, Frédéric, nous pose la question: quand je sens une perte de portance sur... Ah non, pardon, ça je viens de te la poser. Voilà, attends, il y en avait d'autres. Est-ce que pomper du côté fermé sert à quelque chose sur une grosse fermeture?
Alors effectivement, voile fermée, et est-ce que tu peux rouvrir la voile ou pas? Alors, la question c'est, il faut se poser, n'oubliez pas que si vous êtes au moment où il faut vous occuper de la fermeture, c'est qu'avant, vous êtes occupé de votre cap, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est-à-dire que la priorité suite à une fermeture asymétrique, c'est le cap. Est-ce que mon cap est contrôlé? Est-ce que je vole droit ou si ça tourne, je contrôle la rotation? Et c'est qu'à partir de ce moment-là où on va s'occuper de la réouverture. Sur des voiles de loisirs, la voile va se réouvrir toute seule. Il ne faut pas trop s'inquiéter sur la réouverture. Sur des voiles plus performantes, les voiles peuvent rester un peu plus plaquées. Donc si le cap est contrôlé, on va pouvoir porter l'attention sur la réouverture de la voile. Et oui, plusieurs mouvements amples peuvent être nécessaires pour réouvrir la voile. Donc plusieurs mouvements amples, ça peut s'appeler pomper. Mais c'est pas forcément la première chose qu'on va faire. Non, non. Comme on l'a vu, c'est le rappel pendulaire quand même qui réouvre la voile. Tout à fait, il faut toujours laisser faire. La réouverture n'est pas du tout une priorité, la réouverture de la voile. La preuve, c'est que si vous volez avec les oreilles, vous volez avec une seule oreille, ça vole très bien. Vous précipitez pas sur la réouverture, vous provoquez même l'oreille. Et la fermeture, c'est pareil. Il ne faut pas se précipiter sur la réouverture. On peut très bien voler avec une voile fermée, ça pose pas trop de problèmes. Il faut voir ce qu'engendre la fermeture qu'il faut contrôler. Et dans un deuxième temps, on s'occupe de la réouverture. Mais c'est pas prioritaire. C'est pas prioritaire, la réouverture. Mais ça fait peur, une voile fermée, ça fait peur. Il faut pas se le cacher, quoi. On a envie d'une voile ouverte. Donc c'est normal qu'on ait envie de réouvrir tout de suite, mais c'est pas la priorité. Jérôme, on a d'autres questions sur d'autres thématiques. Tu veux qu'on avance sur ces questions ou tu veux montrer la frontale, ce que tu as fait dans le master? S'il y a quelques questions, voilà, si c'est... Allez, si pareil. Quelqu'un posait la question, Philippe demandait sur les ailes qui ont des poignées sur les arrières. Oui, tout à fait. Alors maintenant, on voit apparaître des voiles de loisirs, c'est-à-dire des voiles homologuées ENB un peu sport, ont des poignées sur les élévateurs arrière, donc sur le troisième élévateur, sur le C. Sur les voiles de compétition, il y a systématiquement des poignées ou des barres sur les arrières. Alors c'est pas trop fait pour contrer des fermetures, ça va être plutôt le pilotage aux arrières, on pourra en parler aussi. Le pilotage aux arrières est plutôt sur des lignes droites dans des aérologies turbulentes, pour garder entre guillemets une certaine performance, éviter d'utiliser les freins. Donc on peut utiliser des actions sur les élévateurs arrière qui sont des actions courtes, qui peuvent être assez franches, dynamiques, sur des faibles débattements, et ça permet de contrôler le tangage. Sur des voiles avec des poignées, quand on passe, quel que soit le type de voile, même sur des voiles de compétition, quand on passe dans des aérologies très turbulentes, avec un niveau de vigilance très important, avec des risques de fermeture très marqués, etc., on repasse sur le vol aux commandes. Et c'est avec les commandes qu'on va gérer les fermetures, les maintiens de cap, etc. Merci Jérôme. D'autres questions? Il y avait comment répondre le mieux à une grosse ascendance qui provoque une perte de tension dans les suspentes sur toute la longueur de la voile? Attendre. Puisque, alors, tout simplement. Oui, pourquoi je dis attendre? Parce que je dirais au pilote, qu'est-ce que tu souhaites faire en fait? Qu'est-ce que tu peux faire? Quand on rentre dans une grosse ascendance, au moment où on rentre dedans, on ne peut que attendre. Qu'est-ce qui se passe? Si c'est que une montée très forte, un vario qui s'énerve, qui bip très fort, vous ne pouvez qu'attendre. Pour savoir derrière, est-ce que vous allez enrouler, est-ce que vous allez continuer, est-ce qu'il va y avoir une fermeture ou pas, c'est pas du tout obligatoire. Voilà, pour savoir qu'est-ce que vous allez mettre en place au niveau pilotage. Donc, c'est impressionnant, on peut rentrer dans des ascendances qui sont très fortes, mais là, vous avez un moment d'attente, oui, qui est particulier, puisque quand ça bouge énormément, c'est compliqué d'attendre. Hein, ouais. Et je pense que oui, il y a un moment d'attente. Une question de Michael qui lui demande si les voiles modernes filtrent davantage les aérologies turbulentes. Alors, je sais pas. Par contre, je dirais que le concept des voiles récentes, là j'en ai essayé une il n'y a pas longtemps, j'étais assez bluffé, c'est son comportement dans des lignes droites, dans des aérologies assez dynamiques, assez toniques, c'est-à-dire qu'elles ont une proportion
à bien rester au-dessus de la tête sans action de pilote, c'est-à-dire sans mouvement de tangage trop marqué vers l'avant et sans non plus de bascule arrière. Quand on rentre dans une ascendance et tout, donc on a des ailes qui ont on appelle ça un meilleur rendement en fait. Elles restent bien au-dessus de la tête, donc elles absorbent bien toutes les turbulences. Donc c'est des voiles qui sont un petit peu plus cloisonnées avec des profils, vous connaissez peut-être le shark nose qui permet un profil plus mordant, plus dans les aérologies turbulentes, ou un profil qui se déforme moins parce qu'il y a plus de cloison aussi. Donc oui, les profils on va dire sont plus performants, donc absorbent un peu plus et surtout gardent leur rendement même quand l'aérologie est turbulente, ce qui permet de parler du thème de laisser voler en fait. Voilà, et c'est un thème qui est nouveau, qui date maintenant peut-être entre 5 et 10 ans, même une dizaine d'années, de plus laisser voler les voiles et ça a créé un petit peu de conflit en fait chez les pilotes. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce que ça voulait faire. C'est compliqué de laisser voler la voile, mais il faut apprendre à plus laisser voler justement parce que les conceptions de voile, les concepteurs travaillent pour que les voiles soient plus autodémerdantes, soient plus performantes et un meilleur rendement dans les aérologies turbulentes. Donc on peut un peu plus les laisser faire, mais pas trop. Donc quand tu dis les laisser voler, c'est-à-dire quand il y a un incident, une fermeture, on laisse se réouvrir, on n'agit pas. Non, voilà. Non, justement, quand c'est laisser voler, c'est toujours en voile ouverte. C'est quand on se balade, quand on chemine, quand on fait des lignes droites. On n'est pas dans de l'incident de vol. On est plutôt sur la voile qui bouge, qui se déforme, qui fait un petit peu de roulis et tout. On la laisse faire. On se précipite pas sur les freins. Est-ce que ça rejoint également la même thématique avant on appliquait toujours un petit peu de commande, de contrôle. Est-ce que maintenant toi tu préconises de laisser voler? Et c'est ça le conflit dans le pilote dans lequel peut se retrouver un pilote qui vole depuis longtemps, c'est que maintenant le contact, en fait, le vol au contact pour moi ne sert absolument à rien. C'est soit on vole, c'est turbulent, on a des poignées de frein au niveau de la poitrine, s'il faut vraiment ralentir sa voile pour pouvoir agir de manière efficace, c'est-à-dire accélérer, freiner, changer de direction, reprendre de l'attention dans une commande, soit on laisse voler la voile, c'est-à-dire être bras haut. Bras haut, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'action sur le bord de fuite, vos freins font un lobe. D'accord ? Votre drisse de frein fait un lobe, les freins sont complètement lâchés et vous laissez travailler la voile. Bruce Goldsmith a fait un très bel article il y a un an, je crois, sur Cross Country, justement, qui expliquait ce que ça voulait dire laisser voler. Et des gens ont carrément trop laissé voler dans des aérologies super fortes, et puis ils l'ont dit, mais Bruce, qu'est-ce que tu nous dis ? On se prend l'avoir sur la gueule, donc il faut nuancer. Mais le vol au contact, pour moi, il ne sert pas à grand-chose. Par contre, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est voler et mettre les mains sur les élévateurs arrière, qu'il y ait des poignées ou pas, et garder ce contact-là, en fait. Mais comme le contact est beaucoup plus physique que les commandes, vous n'allez pas avoir d'action. Et si vous avez besoin d'une action, elle pourra apparaître très tôt sur les élévateurs arrière. Alors, je ne sais pas si je réponds un peu à la question, mais voilà, le vol au contact, c'est-à-dire le poids des bras, les 5 cm de frein. Premièrement, vous perdez de la vitesse. Deuxièmement, vous dégradez votre finesse, puisque maintenant les finesses des voiles, même loisir, c'est au minimum bras haut, c'est-à-dire tout lâcher. Et ça ne vous met pas plus en sécurité le contact, ça vous rassure juste, voilà. Mais ça ne vous met pas plus en sécurité au niveau du comportement de la voile. Et ben justement, ça rejoint une des questions que pose Clément. Quel est le comportement à avoir sur une transition vol droit dans une masse d'air turbulente? Donc, pour toi, on laisse voler. Voilà. Alors là, on laisse voler, mais pareil, la nuance, la question, c'est je m'adresse à quel pilote en fait? C'est-à-dire que là, on a déjà un discours qui vient vers la performance. Donc, c'est-à-dire quel est le meilleur rendement en ligne droite, en cross par exemple, le meilleur rendement de la voile. Donc oui, idéalement, ça serait de laisser voler au maximum et de piloter sur les élévateurs arrière pour éviter que la voile fasse des gros cabrés et des abattés qui suivent avec des coups de frein. Le fait d'utiliser les élévateurs arrière permet de juste casser le profil dans la corde et la voile, excusez-moi, reste toujours au-dessus de votre tête et donc on a un meilleur rendement en performance. Ce discours-là est trop avancé pour quelqu'un qui vole en loisir, qui ne fait pas obligatoirement du cross ou même s'il fait du cross qui n'est pas dans ce type de performance. Lui va voler classiquement, peut-être sans mettre les mains sur les arrières, etc. Donc voilà, le discours dépend d'où en est le pilote, qu'est-ce qu'il fait comme type de vol, qu'est-ce qu'il souhaite, etc. Quelle est son expérience?
Jérôme, je te propose de répondre en 20 secondes à toute cette série de questions, parce que là on en a toute une série. Eh oui, une panoplie. Ah là là, donc on va avoir du Fais-moi retard. une synthèse, oui. Je te fais synthèse, je sais pas, mais je vais te poser. Tout à l'heure, on posait la question d'ouvrir le parachute de secours. C'est quoi près du sol? La FFVL dit aussi secours à moins de 500 mètres du sol, autoroute inutile. Alors le FFVL dit aussi secours à moins de 500 mètres du sol en autoroute, c'est inutile de sortir le secours. Donc c'est quoi la hauteur minimum pour le secours? Alors, attention aux phrases toutes faites. Attention aux phrases toutes faites. Il faut nuancer tout ça. Il faut tenir compte des facteurs extérieurs. Alors, par contre, il y a un truc qu'on peut dire, une phrase toute faite, c'est qu'il n'y a pas de hauteur minimum pour tirer son secours. S'il faut le tirer à 30 mètres sol, vous le tirez à 30 mètres sol. D'accord ? Souvent, on entend dire oui, à moins de 100 mètres sol, ça marche pas, mais tous les incidents de vol problématiques interviennent en dessous de 100 mètres sol. D'accord ? Ensuite, il n'y a pas de. La question de savoir si on est à 400 mètres, 500 mètres, ça n'a pas d'importance. La question de savoir, c'est à la hauteur à laquelle vous êtes, est-ce que vous êtes capable de gérer l'incident de vol ou pas ? Est-ce que vous avez l'expérience, les connaissances ? Est-ce que l'incident de vol est réversible ou pas ? Voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est suite à votre analyse, vous tirez votre secours. Merci pour la rapidité. C'est vrai que c'est des questions qui peuvent prendre du temps pour répondre. On essaye de pouvoir répondre à tout le monde. Tu donnerais quoi comme conseil de prévention pour éviter d'arriver dans ces cas en vol turbulent? Dans les cas, de rester à la maison, non ? On retrouve le thème très classique. Garder un équilibre. Votre expérience, la voile que vous utilisez, c'est-à-dire le niveau d'exigence de la voile et l'aérologie dans laquelle vous volez. Ça, c'est le trio, il faut vraiment en tenir compte. Et on a plutôt tendance à voler, globalement, je ne me mets pas en dehors de cette phrase-là, à voler avec des voiles plus performantes que le type de vol qu'on fait. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas 100% de la voile. Faire beaucoup de gonflage, et tenir compte, prendre conscience dans quel état d'esprit vous êtes. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes en forme? Etc. Voilà les facteurs dont il faut tenir compte. Et si vous tenez compte de ces facteurs, aérologie, type de voile, expérience, état d'esprit, vous allez voir que vous allez vous mettre bien à l'abri de problématiques. Et on va avoir l'occasion d'en reparler aussi, Jérôme, avec le petit tableau là que tu nous as préparé. Et puis effectivement, un vol turbulent pour quelqu'un ne sera pas forcément pour d'autres. C'est ce que tu vas nous expliquer après. On continue, on déroule. Alors attends, est-ce qu'on peut réouvrir une voile cravatée qui a des joncs en bord d'attaque? Parce que quelqu'un pose la question en cas de cravate, en cas de cravate subie à la fermeture. Tu vois, tu fermes et ça fait une cravate. Alors, on va dire que la voile cravatée, si tout le monde comprend ce que ça veut dire, c'est un bout de voile, une extrémité de voile qui rentre dans le suspentage, donc qui est coincé dans le suspentage. Et ça peut engendrer, si elle est toute petite, on peut piloter comme ça et aller poser. On peut aussi essayer de l'enlever en décrochant, je dis bien en décrochant du côté cravaté, donc ça demande de l'expérience, il faut savoir le faire. Et si ça part en autorotation à cause de la cravate, et qu'on n'arrive pas à contrer, là, on rentre dans le système dernier recours, le secours. Oui, c'est pour ça que parfois les voiles n'ont pas de partie rigide dans les extrémités, mais c'est vrai que des parties rigides sur les extrémités peuvent générer plus de difficultés à la réouverture ou favoriser le coincement de la voile dans les suspentes. Et en même temps, ne pas oublier que les voiles récentes, c'est-à-dire avec des joncs, ont aussi beaucoup moins de suspentes là-haut, donc peut-être plus facilement cravatables, mais ça s'enlève aussi plus facilement parce qu'il y a moins de suspentes pour bloquer en fait. Voilà. Donc je peux pas généraliser, je connais pas toutes les voiles, mais je pense qu'on peut dire que le fait qu'il y ait des parties rigides sur les extrémités vont gêner le fait d'enlever les cravates. Jérôme, une question. Comment savoir si on surpilote ou pas assez au contact de sa voile? Alors,
Alors, très bonne question. La question est pareille et un peu compliquée, ou on va dire nuancée. Si tu t'aperçois que tu surpilotes parce que tu as fait un compte trop important à la commande, et ben tu es parti en décrochage asymétrique. Donc, tu as une rotation bizarre qui n'est pas normale. Donc, il faut tout de suite relâcher la commande. Après, on peut simplement avoir, sans partir dans un surpilotage qui entraîne une cascade d'incidents, on peut parler de surpilotage. C'est simplement quand, je vous donne un exemple très simple, votre voile bouge un petit peu en roulis, puis vous voulez contrer le roulis à la commande, et ben vous entretenez le roulis. C'est simplement du surpilotage. Si par exemple vous rentrez dans une ascendance, la voile cabre, et que vous mettez du frein, à ce moment-là, vous créez une plus grosse ressource, c'est du surpilotage. D'accord? Donc il y a le premier surpilotage qui fait que vous entretenez les mouvements de la voile que vous souhaitiez au départ temporiser, et il y a le deuxième type de surpilotage qui entraîne une cascade d'incidents. Jérôme, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur piloter avec les arrières, alors plusieurs questions. Comment tu mets les mains sur les C? Est-ce que tu les tiens entre les pouces et l'index? Michel nous dit en loisir, personne ne vole aux arrières. Voilà, c'est ta réaction. Alors, si une question personne vole aux arrières en loisir, ben, je dirais que non. Petit à petit, on va y venir, simplement parce que les constructeurs commencent à mettre soit des poignées, soit une poignée plus un mouflage, un rappel sur les baies qui permet ce pilotage-là. Donc petit à petit, on va y venir. En fait, le pilotage qui vient de la compétition va petit à petit descendre dans le loisir, parce qu'on commence à voler un petit peu pareil. On va utiliser les mêmes techniques. C'est pas obligatoire, mais la sophistication des voiles descend dans le loisir, donc ça permet différents types de pilotage. Comment on met les mains là-dessus? Ça va dépendre de ce qu'a conçu le concepteur. En fait, on peut avoir soit une petite barre perpendiculaire à l'élévateur, soit on peut avoir une poignée qu'on tient en mettant 3 doigts ou une main, ça va dépendre de la taille de la poignée, tout en gardant toujours les commandes en bracelet, par exemple. Donc ça va dépendre. Et puis on a aussi maintenant un système entre les C et les B où vous mettez votre main dessus, alors soit les 4 doigts, soit les 3 doigts, pour permettre d'avoir une action verticale sur les élévateurs. Et Joe nous pose la question, justement, il y a des constructeurs qui ne recommandent pas le contrôle des ailes avec les arrières pour les ailes à 3 lignes, sans B, C connexion, parce que ça provoque la déformation du profil. Qu'en pense Jérôme? Ouais, c'est pareil. Alors, ils le préconisent pas. Alors, peut-être qu'ils le préconisent pas. Il faudrait avoir une phrase plus étoffée, en fait. Je pense, par exemple, à Air Design parce que j'avais essayé. Je crois que je sais pas si, ouais, je m'en rappelle pas. Une voile où moi, qui a un rappel ou pas sur les B, j'utilise de toute façon les C, etc. Alors, c'est sûr qu'il y a peut-être un moins bon rendement en utilisant que les C et que les C sans rappel sur les B. Ça, c'est normal, ça casse beaucoup plus le profil. Mais je pense que ça marche quand même. Voilà. Et ça ne vous empêche pas d'essayer. Rappelez-vous, j'ai dit ça au premier Facebook Live. Vous avez de l'expérience, vous pouvez tester ces trucs-là. Ça n'engendre, ça n'a pas de danger. Ça peut vous permettre d'avoir d'autres sensations, d'essayer. Alors tu vois, on a un petit peu de retard parce qu'il y a des questions sur ce dont tu parlais tout à l'heure. C'est pas grave. C'est comment sentir les variations de tension si on n'est pas au contact. Parce que tu disais laisser voler la voile. Eh bien, on peut pas. Est-ce que c'est nécessaire? Eh ben oui, alors c'est toute la question. C'est pour ça que c'est très nuancé. C'est où tu en es dans ton vol, quel type de vol tu fais. Si tu fais du cross, par exemple, avec sur un type de vol de performance, donc tu vas laisser voler ta voile, tu auras plutôt la main sur les arrières et tu vas agir sur des mouvements marqués. Tu vas agir sur des mouvements marqués. Excusez-moi, là j'ai un bug. Ah, on t'entend, on te voit toujours. C'est bon, excusez-moi. Oui, je disais que on va agir sur les élévateurs arrière que sur des gros mouvements de voile, en fait, d'accord, en donnant des coups assez fermes, assez rapides sur 10-15 cm. Voilà. Ensuite, si on bascule en aérologie très turbulente, on est peut-être moins sur de la ligne droite performante. Donc là, on va passer sur le mode de pilotage aux commandes. Et là, on va avoir de la tension dans les commandes, donc pouvoir sentir la baisse de tension. Et quelqu'un demande comment on sort d'une zone turbulente.
Quelle recommandation? Alors, c'est pas oui. comment, c'est quelle recommandation pour sortir d'une zone turbulente? Et ben donc faire de la ligne droite, et ça c'est pareil. Quand vous dites la turbulence, on va dire c'est quelque chose de très subjectif. C'est qu'est-ce que tu as besoin en tant que pilote à ce moment-là? Est-ce que c'est tu es capable d'attendre, c'est-à-dire de traverser cette zone tout en étant vigilant, soit tu es obligé vraiment de t'échapper, etc. Donc si c'est alors peut-être une zone turbulente, bon il faut peut-être ralentir sa voile et puis mettre la priorité à ne pas avoir d'incident de vol par exemple, mais rester plus longtemps dans la zone turbulente. Ça peut être une technique. Après une autre technique qui consisterait à dire je m'en vais vite de cette zone en accélérant et tout, si c'est turbulent, je vous le conseille pas puisque là vous risquez de rentrer dans des plus gros incidents de vol. Et donc une série de questions, puisque tu as lancé le sujet sur le pilotage aux arrières. La série, c'est quel est l'avantage de piloter aux arrières par rapport aux commandes? Est-ce qu'il y a des inconvénients? Et du coup, piloter au C avec ou sans accélérateur? Et quand on pilote aux arrières, on fait quoi des commandes de frein? Alors c'est pareil, il faut remettre le contexte à chaque fois. Le contexte, c'est si on pilote aux arrières, on est sur un contexte de vol de performance. Alors performance, ça veut dire qu'on a envie de crosser, de se déplacer, etc. On est sur une ligne droite dans une aérologie turbulente et le pilotage aux arrières va servir à contrôler la voile sur les mouvements de tangage en gardant un meilleur rendement aérodynamique de la voile, c'est-à-dire plus de performance. On aurait moins de performance si sur cette ligne droite turbulente, on utilisait les freins pour contrôler les abattés. Ça provoquerait des mouvements pendulaires. Donc, on perd de la performance. Hein. C'est pour ça, le contexte, il est performant. Hein. Ensuite, les risques, les risques, ça serait peut-être de vouloir gérer l'incident de vol qui a eu lieu avec les arrières. Là, il faut repasser sur du pilotage aux commandes. Et les commandes, on les tient en bracelet, puisque sur un incident de vol, si on repasse sur le pilotage aux commandes, il faut pouvoir les utiliser, donc les avoir déjà en main. Je pense avoir répondu aux trois... On fait quoi des commandes? Oui, c'est ça, donc les avoir en main, piloter... Ah oui, avec ou sans l'accélérateur? Ah oui, et il y avait l'histoire avec l'accélérateur. Alors souvent après, sur le vol de performance, on utilise les deux en même temps. C'est-à-dire que sur cette ligne droite performante, dans de l'aérologie plus ou moins turbulente, vous allez utiliser votre accélérateur, parce qu'en général, on améliore les performances. Et puis, si vous êtes dans du cross, si ça chemine le long d'un relief, vous pouvez aller vite. Donc, utilisez l'accélérateur. On peut l'utiliser un tiers, à moitié ou plus, et en ayant les mains sur les élévateurs arrière. En cas de gros mouvements de tangage ou risque d'incident de vol, on peut dans un premier temps relâcher l'accélérateur. Hein, ça augmente brutalement l'angle d'incidence, donc s'éloigner d'un risque de fermeture par exemple. On peut en même temps qu'on relâche mettre un coup sur les élévateurs arrière, ou si vous voyez, regardez maintenant avec les caméras embarquées, on a pas mal de vidéos de pilotes à haut niveau en compétition. Je pense à des vidéos de Damien Lacasse qui sont super sympas, que j'aime bien regarder parce qu'on voit que de temps en temps ils sont accélérés, voire à fond, et ils gardent l'accélérateur tout en utilisant les élévateurs sur 15-20 cm, les élévateurs arrière pour contrer un gros mouvement de voile, et ils relâchent les élévateurs tout en gardant l'accélérateur. Donc il y a plein de nuances d'utilisation. Ça dépendra du contexte, de votre expérience, qu'est-ce que vous avez besoin à ce moment-là. Il y a effectivement Claudine également qui dit atterrissage aux arrières, donc c'est aussi possible, ça tu le montres dans Wingmaster. Tout à fait, donc là on n'est plus dans les incidents de vol, mais plutôt, si on pourrait dire on a une poignée qui casse par exemple, et ben vous pouvez piloter votre voile aux arrières, ça c'est quelque chose qu'on fait très tôt dans la progression pour faire des virages, et on peut aussi poser avec les élévateurs arrière. La différence c'est qu'on va freiner plus tard, et que si on freine sur les élévateurs arrière avec un gros débattement, on va tout de suite aller au décrochage de la voile. Donc on le fait plutôt très tard, près du sol, mais ça marche très bien. C'est une manœuvre qui doit faire partie dans votre progression, que vous devez tester un jour, essayer de faire ça. Voilà. Encore une petite salve de questions, ou tu veux qu'on se fasse une petite pause avec une petite vidéo, Jérôme? Comme tu veux, là moi je veux bien répondre. Allez, s'il y en a beaucoup. Il y en a encore quelques-unes. Voilà, il y en a encore quelques-unes. Et puis après, on se passera un petit extrait YouTube aussi de montrer quelques incidents de vol réels. Tout à fait. Et puis tu as encore des petites choses aussi dans Wingmaster que tu as préparé. Tom nous dit: j'ai l'impression qu'accélérer en turbulence solidifie la voile. Attention à ne pas trop diminuer l'incidence. T'en penses quoi? Surtout avec des ailes perf.
Et oui, on est toujours dans le compromis en fait. C'est vrai que plus on a des voiles récentes orientées vers la performance, plus elles sont faites pour voler accéléré. Donc oui, on a des voiles plus rigides qui sont très solides accélérées, notamment avec les joncs, avec le Shark Nose qui permet de voler sans déformation du bord d'attaque. Et donc oui, en même temps, il faut savoir que avec plus les voiles sont récentes, on va dire, globalement, plus elles sont solides à la fermeture. Donc on va jouer plus facilement avec l'accélérateur, etc. Il faut savoir que si vous avez une fermeture asymétrique à 10 km/h de plus que Brao, par exemple, au lieu de l'avoir à 35, vous l'avez à 45, le comportement de la voile sera beaucoup plus dynamique. Ça ne l'enlève pas. On peut voler plus vite avec une voile plus solide. Par contre, la conséquence d'une fermeture sera beaucoup plus dynamique à 50 à l'heure qu'à 35. Autre question dans la même thématique, Adrien, j'aurais tendance à ne pas trop ralentir ma voile en zone turbulente, car si on tape dans un gros thermique en entrée avec une voile déjà pas trop rapide, on risque de décrocher. Moi, dans mon expérience de pilote, j'ai jamais décroché dans une rentrée thermique, même très forte. Je pense que il faudrait vraiment appuyer comme un malade sur les commandes pour décrocher dans cette grosse ressource et que l'aérologie soit vraiment très très forte. Donc c'est là il faut aussi nuancer, c'est-à-dire que quand j'imagine tu es en train de voler, l'aérologie est turbulente, donc tu voles avec un peu de frein pour sentir ce qui se passe. Et ensuite, tu rentres dans une ascendance. Donc, pendant que tu rentres dans l'ascendance, oui, si tu as le mouvement judicieux au bon moment, il faudra au moment où tu rentres dedans relever un peu les mains pendant le cabré. Mais si tu n'as pas le temps de le faire, il vaut mieux ne rien faire. Voilà, et tu attends que la voile revienne au-dessus de ta tête pour enclencher derrière, soit aller tout droit, soit enrouler, je ne sais pas. Et là, j'ai un peu perdu ta question. Oui, c'est-à-dire que dans l'aérologie turbulente, ouais, mais en même temps, c'est une question de priorité. Si c'est très turbulent, tu vas pas te mettre Brao, tu vois. Donc, c'est une question de priorité. Qu'est-ce que tu as besoin à ce moment-là, en fait? Si c'est très turbulent, bah, tu vas rentrer dans un thermique mi-frein. Ça pose pas de problème. C'était surtout la peur de ne pas trop ralentir avant de rentrer dans la zone, de peur de décrocher. Ouais. Ouais, mais si c'est très turbulent avant, la priorité est de gérer la turbulence. Donc, tu mettras le frein qu'il faut pour gérer la turbulence. Et en plus, tu géreras le thermique quand tu rentres dedans. Donc, il faudra juste peut-être pas remettre du frein ou relever les mains. Tu vois cette question de nuance. Si c'est très calme, tu peux voler à la rigueur Brao, puis tu rentres dans un thermique, et ben tu fais rien. Voilà. Donc, c'est une question de priorité au moment où vous vous posez la question. De quoi j'ai besoin à ce moment-là? Allez, quelle est la priorité? Dernière question avant un petit extrait. Richard nous dit concernant les mouflages entre C et B, on parlait tout à l'heure de la déformation de profil d'une voile. Concernant les mouflages entre C et B, pas de déformation du profil, mais je trouve le ressenti au C moins bon car plus tendu avec les B. Quel est ton avis? Tout à fait. Là, du haut niveau. Là, on rentre dans du high level. Dans du high level, du truc, quelque chose de très précis, peut-être que tout le monde comprend pas. C'est la petite brise qui est entre les C et les B, qu'on utilise pour piloter aux arrières. Oui, c'est sûr que c'est une question d'adaptation, en fait. Alors, tu peux changer ton adaptation, c'est-à-dire que si tu mets 4 doigts sur cette sangle, tu vas avoir quelque chose de très physique puisque tu tires en même temps sur les C et les B. Si tu mets que 3 doigts et qui reculent vers les arrières, si tu veux une réponse précise, tu vas avoir beaucoup plus de débattement sur les arrières, donc un peu plus de souplesse. Tu vas peut-être retrouver ce que tu cherchais sans le mouflage sur les baies. Jérôme, on est dans les incidents de vol et dans les turbulences. C'était la thématique du jour. Est-ce que tu veux montrer une petite vidéo Wingmaster Oui, on peut montrer celle, le gars avec une voile de loisir qui essaie le YouTube, de alors. Rejoindre. Ouais, comme tu veux, si tu les as. Dis-moi laquelle. C'est celle avec la voile rouge qui veut atteindre l'atterrissage. Voilà, le turbulent landing. Ok. Voilà. Ça dure 30 secondes. Ça permet d'avoir une voile de loisir, accélérateur, aérologie turbulente et voile auto-démerdante. C'est bien de regarder ça. Et le gars, il a un peu de mal. Oui, on verra après. Voilà. Regardez les mains du pilote si vous arrivez à voir. Ah non, c'est pas celle-là. Ça, c'est le gars qui essaye d'atterrir, non? C'est pas celle-là? Non, c'est celle avec la voile rouge, qui est en ligne droite. Alors, attends, parce que j'en ai plusieurs. Ouais, c'est celle-là. Ah, c'est celle-là. Ah oui, ok, la grosse asymétrique, on va regarder vue de... Voilà, c'est celle-là. Et tu peux voilà, c'est la caméra embarquée, très bien.
Donc le gars fait une bonne analyse, il dit qu'il fait une erreur, qu'il est en vol accéléré, il va atteindre le terrain d'atterrissage qu'on voit devant. Donc il accélère et il prend voilà, une 30-40% de voile fermé sur la droite et la voile est autodémerdante, revient en vol normal. Mais grosse frayeur. Voilà, il s'est fait peur. Donc là, si on analyse cette vidéo, on remarque comment ça se fait que le gars arrive dans cette configuration-là. Et ben, si vous regardez, le ciel est beau, il y a des cumulus, le sol a l'air bien sec, donc ça. Et puis il est placé sûrement face au vent et il essaye de rejoindre son terrain, donc il va pouvoir avoir plus de performance, se mettre à accélérer, et donc il va réduire son angle d'incidence. Et l'aérologie étant sûrement turbulente, avec le relief en dessous, les déclenchements thermiques avec la clairière, il prend une fermeture asymétrique. Et ce que je dirais à ce pilote, ou plutôt comment je débrieferais avec lui, c'est je lui dirais, mais quand tu accélères, comment tu fais avec tes mains, qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Et si vous regardez, ses mains sont simplement posées sur les élévateurs, en fait, globalement. C'est-à-dire, je pense que je lui demanderais, est-ce que tu penses que tu es assez vigilant avec ton vol accéléré, là? Est-ce que tu es assez vigilant s'il se passe quelque chose? Et la vigilance pourrait venir où est-ce qu'il met ses mains à ce moment-là? Peut-être qu'il faudrait qu'il les mette plus sur les élévateurs arrière ou qu'il soit plus attentif à une action ce qu'il devrait faire rapidement. Oui, alors pour tous ceux qui nous disent qu'on ne voit que un quart de la vidéo, non, on voyait bien toute la vidéo, c'est filmé comme ça. Hein. Oui. Il a la caméra sur le casque et on voit pas grand-chose effectivement. Mais on a la bonne analyse, Jérôme. On peut montrer celle de Dame Lacaze, là. Alors là, c'est un autre contexte. Là, c'était une voile de loisir. Et là, on est en voile de compétition pendant les championnats de France, je crois. Ou pendant une Coupe du Monde, plutôt. Allez. Et donc là, c'est pas du tout le même niveau. Donc là, il y a bien un objectif de performance, là. Tu veux enlever le son, non? Ouais, je vais t'enlever le son et... Hop, j'arrive. Ah, mais voilà, je baisse le son et surtout, on va aller à peu près là où ça se passe. Et je peux parler dessus ou pas? Vas-y, on t'écoute. Ouais. Ça marche à peu près. Voilà, ça arrive là, en 10 secondes. Donc l'objectif, là, c'est bien un vol de compétition. Donc ça se tire la bourre, ça va très vite. Et là, s'ils font un choix, ils savent qu'ils arrivent sous le vent. Regardez, on voit bien les mains, pilotage aux arrières. Et regardez les poulies, là, ils sont à plus de moitié d'accélérateur. Donc c'est à peu près à 50 km/h, là. Et l'aérologie est très forte, turbulente, il y a des cumulus. Et voilà, donc ça avance. Et vous pourrez la revoir, cette vidéo, c'est Dame Lacaze, c'est super sympa. Il rentre dans du thermique très très fort. Et regardez la voile qui bouge dans tous les sens. Donc il est bien il sera bien au pilotage au niveau des freins. Alors attends, je ne sais pas si c'est... Ah non, là, je pensais qu'on l'avait passé. C'était à 2 minutes 10. On l'a passé. C'était là. Je te le remets avec un petit peu de son. Voilà. Parce que ça va être par là. Ouais, c'est par là. Ah, j'avais noté 2 minutes 10, moi. Pourquoi c'est pas par là? Ah, mais attends, non, je suis pas dans la bonne vidéo, c'est pour ça. On a compris, voilà. Voilà, c'est celle-là. Manche 4, voilà, c'était pas la bonne manche. J'ai dû zapper. Allez, à 2 minutes 10. Hop, désolé pour le petit inconvénient. On fait ça en live, hein, c'est de l'artisanat. Frédéric nous dit on a tous dérouillé à cet endroit. Je vois qu'il y a des compétiteurs. On entend le vario là. Et hop. Tu peux nous commenter, Jérôme, ce qui se passe? Ou après, ouais. Voilà. Alors, donc là, c'est pour ça que je voulais vous montrer ces deux vidéos qui n'ont absolument rien à voir. La première, c'est avec une voile de loisir, etc., un peu autodémerdante, avec un vol qui est moins orienté vers la performance. Là, on est sur une Coupe du Monde, je crois, dans les coins de Annecy Grand. Championnat de France 2019. Championnat de France 2019. Il faudrait que je me remette à jour.
Et donc là, on est vraiment sur... il y a plusieurs facteurs. Ces facteurs, il faut voler vite. On a des voiles de compétition et l'aérologie très très forte. Et surtout, sûrement sur un passage sous le vent de la crête. Et on voit des gros déclenchements thermiques. Regardez les voiles devant, ça monte très très fort. Donc là, le pilote doit cumuler, aller vite parce que c'est une compétition, et en même temps, il s'attend à ce que ça soit très fort, donc il est en extrême vigilance, et même dans cette configuration, là, il se prend une aérologie très très forte, donc la voile bouge dans tous les sens, on voit bien le volet de frein, donc là, il est que sur du pilotage au frein, pour essayer de limiter les mouvements de la voile, pour essayer d'éviter les fermetures, etc. Donc ça envoie du lourd, on dit, ouais. Et bien sûr, à proximité du sol. Donc là, on a tous les facteurs réunis sur un gros niveau, on peut appeler ça un niveau 3, niveau 5, on parlera des niveaux après, où il faut une extrême vigilance, où le pilote n'a pas de moment de répit là, à ce moment-là, quoi. Est-ce que tu veux montrer une autre vidéo d'incident, Jérôme, là, avec le déco, là, qui était très vanté, c'est ça? Oui, ouais, tout à fait. Ouais, on peut en voir une autre qui va accumuler... Pareil, un autre contexte. Donc là, c'est des vidéos que vous avez peut-être déjà vues, hein, qu'on a récupérées. Donc c'est, on va dire, voile de loisir. Je connais pas l'expérience du pilote. Voilà, gonflage face voile. Bon, voilà. Le gars décolle. Et ce qu'il faut remarquer tout de suite, c'est qu'il y a une dérive vers la gauche, en fait. Donc le vent n'est pas vraiment de face dans la pente. Et le fait qu'il dérive vers la gauche, il doit sûrement être sous le vent des petites crêtes qu'on voit sur la droite, là. Donc ça bouge, il est près du sol, il vient de décoller, donc ça bouge pas mal, donc il n'a pas encore eu le temps de se mettre dans son cocon, là on va le voir, il s'installe dans son cocon, donc oui, ça bouge un peu dans tous les sens. Voilà, il est dans son cocon, il accélère pas, hein, je crois pas. Et il va avoir un incident de vol qui est au départ une fermeture frontale, donc qui n'est pas vous allez voir qu'il n'est pas un gros incident de vol, mais par contre ça bouge beaucoup, hein. Voilà, bim, fermeture frontale, et derrière, surpilotage, voilà, et là ça part en cascade, et comme il est près du sol, très bon réflexe, secours tout de suite, il doit être à 100 mètres sol, là. Voilà, et ça finit comme ça, sous le secours, dans la pente. Vous avez vu, alors là, on parlait, ça tombe très bien, parce qu'on parlait des hauteurs tout à l'heure. Là, je dis 100 mètres, je pense qu'il est à 50 mètres sol. Donc, sur cette vidéo, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir plusieurs points. Le premier point, c'est l'analyse aérologique avant de partir. C'est-à-dire que le gars, la décolle, mais le vent, il ne doit pas être super bon, il vient carrément de la droite, donc il est dans une phase en sortie de décollage, sûrement sous le vent des crêtes qui sont sur la droite. Et ensuite... il y a, suite à l'incident de vol qui est une fermeture au départ, le pilote se précipite sur les commandes et va générer une cascade d'incidents qui n'aurait peut-être pas eu lieu en laissant faire la voile. Mais je ne veux pas faire trop de suppositions, mais en tout cas on sait qu'il surpilote et que ça finit en décrochage, cravate, autorotation et donc secours. Tu veux dire que là c'est le surpilotage là? C'est le surpilotage qui engendre le décrochage, la bâtée, la cravate, l'autorotation. Voilà. En fait, s'il avait laissé faire, mais c'est difficile ce choix de toujours. Est-ce qu'on laisse faire? Est-ce qu'on est près du sol? C'est voilà, ce que tu disais. C'est pour ça que je ne veux pas non plus juger ce qui se passe ou faire trop de suppositions, mais en tout cas, on peut dire que il n'y a pas eu peut-être ce petit temps d'analyse. Est-ce que la voile se démerde toute seule à ce moment-là? Il y a une action très rapide sur les commandes qui était peut-être pas judicieuse à ce moment-là. Peut-être c'était une question de 2-3 secondes d'attente. Et peut-être que la proximité du relief, le fait que le gars soit fait beaucoup bouger après son décollage, peut-être s'il était un peu en phase de stress, très attentif, etc., font un cumul de choses qui l'amènent rapidement à agir très tôt sur ses commandes. C'est ce que nous dit Frédéric, là d'ailleurs, il a l'air hyper stressé, il regarde partout, quoi. C'est vrai que ça bouge, tu sens qu'il est... Voilà, exactement. On a encore une vidéo, Jérôme, où tu veux qu'on montre une fermeture frontale que tu as provoquée dans Wingmaster? Ouais, on peut provoquer une fermeture frontale pour qu'on puisse savoir... Ensuite, on va parler de la frontale, voilà. Voilà.
quelque chose de provoqué en air calme, etc. Ce qui est important sur la fermeture frontale, ce qu'il faut voir, ouais, tu peux l'envoyer, hein. Ce qu'il faut voir, c'est que la frontale, au moment où la fermeture ferme sur le bord d'attaque, elle a tendance à basculer vers l'arrière. Et là, il ne faut surtout pas freiner, il faut attendre que le pilote rebascule sous la voile. Et dans la plupart des cas, la voile se réouvre à ce moment-là. Et le pilote intervient à partir de là. La fermeture frontale, qui est aussi un incident dû à l'aérologie. Donc la voile ferme. Je regarde ce qui se passe pour analyser. Et le rappel pendulaire fait que la voile va dans un sens de réouverture. Donc je n'ai pas eu besoin d'action pilote sur cet événement. Donc en cas de fermeture frontale, voilà. La voile reste plaquée, mais j'attends avant d'agir sur les commandes. Je vais attendre quelques secondes pour voir si elle ne se réouvre pas toute seule. Donc il ne faut pas se précipiter sur les commandes. Et le comportement en fermeture frontale peut être différent en fonction des voiles. Soit on a une réouverture très brutale, très rapide, soit comme là, on a un masque, donc la voile reste plaquée un petit peu plus longtemps. Il faut toujours attendre. Là, je n'ai pas attendu longtemps, j'ai attendu 2 secondes. Donc on repart sur une fermeture frontale. Voilà, donc j'ai une fermeture plutôt en masse avec une réouverture très rapide. Donc mon action de pilotage ne doit pas gêner la réouverture ou essayer de la faire aller plus vite. J'ai un risque de partir en décrochage si après la fermeture frontale, quand je vois la fermeture frontale, si je freine, je risque d'aller au décrochage. Oui, c'est effectivement ça. Tu nous expliques bien le principe, Jérôme. Et d'ailleurs, dans Wingmaster, ce qui est très étonnant, tu nous le montres au sol, notamment sur les exercices en gonflage. Tu fais des fermetures et tu montres que quand on agit sur les freins, ça fait tout de suite tomber la voile à l'arrière, quoi. Tout à fait. C'est pour ça que ça répond à une question tout à l'heure. C'est comment on peut éviter tout ça, c'est-à-dire pouvoir voler en aérologie turbulente en étant plus serein, avec plus d'expérience. Et ben il y a bien sûr il y a le vol et il y a aussi tout ce que vous faites au sol, en fait, tout le gonflage au sol. Il faut savoir qu'au sol, vous pouvez provoquer la plupart des incidents de vol, décrochage, fermeture asymétrique, fermeture frontale, descente au B, etc. Vous pouvez tout faire au sol, en fait, et ça vous permet deux choses, de voir comment se comporte votre voile, et ça permet d'ajuster votre pilotage, en sachant qu'au sol, le pilotage, comme vous avez les pieds au sol, est toujours un petit peu plus technique qu'en l'air, puisque vous enlevez le côté pendulaire, en fait. Et l'exercice de la frontale, là on voit bien que au moment de la frontale, la voile part énormément vers l'arrière, donc il faudrait vraiment pas freiner à ce moment-là. Et la question, c'est comment ça se fait qu'on a envie de freiner? Ben, si la priorité est à la réouverture, on va freiner très tôt et on rentre dans une cascade d'incidents. Donc il faut laisser faire la voile, laisser faire le rappel pendulaire. Le rappel pendulaire, vous ne pouvez rien faire contre le rappel pendulaire. Vous êtes obligé de le subir et d'attendre qu'il ait lieu. Oui, Frédéric nous dit en même temps, faites des cives, ça rend beaucoup plus zen en l'air, hein. C'est effectivement aussi la base, hein. Voilà, donc dans votre progression, il y a le gonflage, il y a bien sûr ensuite les stages de pilotage et les stages de simulation d'incidents de vol en milieu sécurisé, où vous allez aller vraiment voir les limites de la voile, sortir du domaine de vol, ajuster vos réactions. Et après, il ne faudra pas oublier, souvent, on ressort des stages cives beaucoup plus sereins, etc. N'oubliez pas les facteurs dans le vol réel, qui est que la voile bouge, facteur de stress et proximité du relief. Et surprise, hein. C'est très différent. Des fois, les gens, on arrive, on est blindé, il faut attention de ne pas être surconfiant après un stage civ quand on va voler en montagne ou en plaine en aérologie thermique. Et une petite remarque de McFly qui nous dit: j'ai du mal à comprendre comment toutes ces personnes qui ont une caméra sur le casque avec toutes ces fermetures n'ont pas pris une suspente dedans. C'est quand même dangereux. On dirait un shooter qui fait de la chute libre, là où effectivement ce genre de truc, et on enlève tout, quoi. Alors petit bonjour à McFly de la Run. J'espère que tu sois là. Donc oui, très très bonne question. C'est-à-dire que on a une quantité d'images maintenant. Alors ça va m'amener deux
deux réponses. La quantité d'images qu'on a maintenant de caméras embarquées permet de savoir comment volent les gens, d'analyser des vidéos, ce qui se passe, etc. Donc c'est assez riche en données en fait. Le deuxième truc, c'est que tout le monde... alors le risque de ça, c'est que les images sont balancées brutes sur le net et il n'y a pas d'analyse derrière, donc ça peut faire peur. On comprend rien à ce qui se passe, il y a des mauvaises analyses, etc. Donc c'est le côté... c'est le mauvais côté de la chose. L'autre truc, c'est comme dit McFly, c'est attention avec vos caméras embarquées, surtout sur le casque, ou sur des incidents de vol, si vous avez une suspente qui se met dedans, la suspente qui résiste à 200 kg, elle ne va pas casser. Votre casque, il n'est pas équipé d'un largueur rapide, ou si vous avez une assurance sur la caméra, ça risque de vous faire un peu mal à la tête, quoi. Par exemple, en chute libre, il faut absolument, quand on a une caméra sur le casque, avoir un largueur de casque s'il y a une suspente qui se met dans l'ouverture. Donc, être très vigilant et pas obligatoirement en vol. Déjà en gonflage dans du vent, sur les retournements et tout, attention, suspendre dans le casque. Très bonne remarque, McFly, tu as bien fait de venir. Alors, fais attention, Jérôme, quand tu tapes sur ton clavier, là, on entend il y a le micro, ça fait des petits bruits. Pas de souci. C'est pas moi qui ai donné des leçons sur le son. Hein. T'as vu, j'ai galéré depuis tout à l'heure. Quelqu'un qui pose la question, Joe, exercice au sol, est-ce qu'il est préférable de le faire face à la voile ou dos à la voile? Alors, quand on fait ces exercices, ouais. Alors quand vous faites tous ces exercices, alors ceux qui ont Wingmaster l'ont vu, sinon pour les autres, oui, c'est des exercices qui sont faits dans du vent au sol, donc il faut qu'il y ait suffisamment de vent pour que la voile tienne au-dessus et qu'elle accepte de faire les oreilles ou une asymétrique sans qu'elle retombe. Donc il faut au moins un bon 15 km/h de vent et une pente légèrement inclinée, c'est l'idéal pour que la voile reste bien au-dessus et que vous puissiez bien travailler ces manœuvres. Voilà. Donc il faut être face à la voile avec du vent. Et Gérard nous dit, pour les incidents de vol, ce que tu préconises dans Wingmaster, ce que tu nous as dit tout à l'heure, regarder sa voile en cas d'incident et agir après. Hein, c'est ce que tu... Oui, parce que... tout à fait, parce que là, des fois quand on regarde les vidéos, celles qu'on a vues avec la voile rouge et celles qu'on a vues sur le Facebook Live numéro 1, le gars qui descend au baie, en fait il ne regarde pas ce qui se passe, donc il tire sur les mauvais trucs. Le fait de regarder sa voile vous permet de vous permettre une analyse en fait, qu'est-ce qui se passe, et d'essayer d'avoir une action juste pour gérer l'incident. Par contre, je nuance aussi, quand vous volez, on imagine le long d'un relief ou pas obligatoirement le long du relief. Si vous avez une fermeture asymétrique, avant le regard sur la voile, le premier regard serait droit devant vous s'il y a un changement de direction. Parce qu'un regard droit devant vous vous permettrait de vous rendre compte que ça tourne, donc d'agir sur le contre pour voler droit. Et ensuite, quand c'est volé droit, un regard sur la voile pour savoir si la voile a réouvert ou pas, et s'il n'a pas réouvert, vérifier que la voile se réouvre ou que vous arrivez à la réouvrir. Donc c'est plein de questions de nuances et de priorités, tout ça. On a un bonjour d'Algérie. Bonjour l'Algérie, c'est sympa. Bonjour à la Réunion, bonjour à tout le monde. Et en même temps, une question encore sur les caméras. Il y a la caméra en plastron poitrine qui est plus sécure, effectivement. Après, peut-être on voit moins bien. Mais c'est effectivement plus sécure que sur le casque, Jérôme, non? Alors, oui, juste pour l'emport de caméra, une caméra sur la poitrine, c'est plus sécure. Par contre, moi, quand si je regarde des vidéos avec les caméras, je vois rien de ce qui se passe, caméra. Voilà. Donc, moi, je préfère avoir des images filmées sur la tête. Ça me permet de voir où sont les mains, de voir ce que regarde le pilote, etc. Mais voilà. Et après Wingmaster, effectivement, c'est particulier. On a par moment jusqu'à 8 caméras, donc on a inventé des systèmes pour les positionner. On a utilisé des systèmes qui existent pour les mettre à l'arrière, sur le côté. Et on peut dire qu'on en a coincé quelques-unes aussi. On en a. Alors voilà, c'était la question. T'as jamais coincé? Alors c'est vrai qu'au déco, des fois, c'était chaud. Hein. On pouvait être deux pour lancer les caméras. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a des manœuvres que je suis obligé d'arrêter à cause de la caméra. Qui, sur des wings par exemple, les caméras latérales qui viennent avec beaucoup de vitesse me reviennent dans le visage, ou celle qui est derrière vient dans le suspentage. Il faut être super vigilant. On a fait des fois 8 caméras, puis des fois il n'y en avait que 3 parce que effectivement c'était trop dangereux, ou ça pouvait se coincer, ou voilà, tu pouvais pas faire toutes les manœuvres. Mais voilà le making of. On a encore quelques questions. Sur un casque intégral, ne vaut-il pas mieux mettre la caméra sur le menton qu'au-dessus du casque? Pourquoi pas? Oui, tout à fait. Tout à fait.
si la technique, les supports le permettent, tout à fait, oui. Si vous avez besoin d'avoir des images a posteriori, oui. On a encore une question, alors que j'avais déjà, qu'on avait posé préalablement. Alors je ne sais pas si c'est à celle-là que tu as répondu tout à l'heure, Jérôme, parce que comme on a des problèmes de son, je gérais ça, je t'ai pas écouté. J'ai une question par rapport au vent relatif senti sur le visage en vol. C'est celle-là où tu as répondu? Non. Oui, si, on a répondu à ça. Oui. Tu as répondu à ça lorsque soudainement on sent plus le vent sur le visage. Est-ce qu'on est en incident? Et donc j'avais une autre question. Quand on vole en voile de loisir, si on a une fermeture asymétrique, on laisse réagir la voile pour la réouverture, et dans un deuxième temps, Jérôme parle de faire un appui sellette et de mettre un peu de commande. Est-ce que si l'appui sellette suffit pour garder son cap, est-ce que c'est pas mieux de se limiter à celui-ci pour éviter de mettre trop de commandes et de risquer le décrochage? Je crois qu'on a déjà répondu aussi. Ouais, la question, c'est toujours une question de priorité, c'est-à-dire si vous avez vraiment besoin de reprendre un cap et tout, la commande sera bien plus efficace que la sellette. Mais si la sellette suffit, pourquoi pas? Mais le pilotage sellette est moins efficace que la commande. Par contre, la commande demandera d'être dosée. Mais vous avez là, vous verrez, si ceux qui ont déjà fait des stages cibles de pilotage, vous avez quand même largement la marge d'utiliser votre commande avant d'aller au décrochage. Encore quelques petites questions, Jérôme, et puis tu vas nous parler des niveaux là dont on a parlé tout à l'heure. Sur une grosse chandelle en sortie 360, ne pas aller chercher la voile trop vite avec le regard pour ne pas temporiser trop tôt. Ok. Oui. Ça, c'était. Ça, c'est vraiment des exercices de pilotage pur que vous pouvez faire en stage de pilotage et en stage CIV. C'est vrai que c'est cette histoire de rappel pendulaire, c'est-à-dire que une chandelle, c'est quand le corps est en train de monter avec la voile qui est derrière vous. Il faut toujours attendre que la voile ait commencé son retour vers l'avant avant d'agir sur les commandes. Parce que si vous freinez pendant que votre corps est en train de monter, c'est-à-dire pendant que votre voile bascule vers l'arrière, là, vous pouvez être très rapidement sur le décrochage. Jérôme, rien à voir avec les caméras, j'ai testé la descente au C3 et j'ai décroché. Est-ce que j'aurais descendu mes mains trop bas? Alors, il faut préciser pour ceux qui regardent là, les C3. Alors, les C3, alors c'est à mettre en lien avec les oreilles. En faire certaines voiles, on peut faire un type d'oreille, mais c'est pas vraiment les oreilles, c'est on fait une descente au B que sur les extrémités de la voile. C'est pour ça qu'on appelle ça les C3. Alors des fois c'est les C3, des fois c'est les B3. Il faut vraiment regarder votre manuel de vol et ça permet de faire les B que sur les extrémités. Alors si tu as décroché, c'est-à-dire si tu as été au décrochage vers le centre de la voile, c'est sûrement que tu as trop tiré. Il faut pas s'attendre sur la manœuvre des C3 à descendre à 5-6 mètres par seconde. C'est un petit peu comme des oreilles, la voile se met en flèche. Flèche avec une voile pas fermée mais juste déformée sur les bouts d'ailes. C'est les manœuvres qu'on faisait il y a 15 ans ça, mais qui n'étaient pas pour essayer, ça marchait très bien mais c'était pas la mode. Ouais. Maintenant ça devient c'est pas une question de mode, c'est qu'elles deviennent nécessaires pour certains suspendages de voile, même sur des voiles de loisirs. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Et maintenant on a un bonjour de la Tunisie après l'Algérie, c'est sympa, hein, on est suivi de partout, c'est génial, merci beaucoup. On avait encore une question. Comment reprendre confiance après un incident de vol, Jérôme? Ça, question aussi que tu abordes dans un chapitre de Wingmaster sur la confiance en soi, sur le mental, etc. Hein, c'est important. Très très grosse question. Là, on dériverait sur de la préparation mentale. On fera sûrement un truc sur la préparation mentale. C'est très compliqué après un incident de reprendre confiance. Donc il faut déjà sûrement comprendre ce qui s'est passé pour pas qu'il y ait peut-être trop de flou sur ce qui s'est passé. Si on s'en rappelle, des fois on s'en rappelle pas, essayer de comprendre et essayer de refaire une démarche pour une démarche de progression en fait, où on est serein tout au cours de la progression. Alors ça peut passer par un changement de voile, un changement de type d'aérologie, laisser tomber un peu les vols qu'on faisait pour revenir peut-être sur des vols plus simples en fait qu'on maîtrise, mais c'est très compliqué. Et il y a aussi toute la préparation qu'on peut faire au niveau mental, c'est-à-dire la visualisation qui permet de revivre et de revivre différemment l'incident qui s'est passé. Ça peut être qu'une frayeur, ça peut être un accident, de le revivre de manière entre guillemets plus positive. On se fait un film un petit peu différent. On peut améliorer ses connaissances, savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut, peut-être c'était basé sur des méconnaissances, des aérologies trop fortes, un décalage entre ce qu'on veut faire
est-ce qu'on est capable de faire? Voilà, c'est toutes ces questions qu'il faut se reposer, et elles sont d'autant plus difficiles qu'il y a le regard sur soi, l'ego, qu'il y a le regard des autres. C'est toujours malvenu entre guillemets de basculer sur une voie entre guillemets plus facile. Voilà, il y a tous ces trucs-là à gérer, c'est pas facile. Il faut pas hésiter à se faire accompagner, je dirais, oui. C'est peut-être difficile de le faire seul. Ça sera l'occasion d'en reparler, Jérôme. On fera un autre live hein, sur le mental et sur toutes les astuces. Et, voilà, des choses importantes. On a encore plein de questions. Alors, il y a des questions qui sont un peu hors sujet. Aujourd'hui, on parlait des incidents de vol et des turbulences. On va en reparler juste après. Jérôme, je voulais qu'on aborde, parce que ça fait plus d'1 heure et demie qu'on est déjà ensemble dans ce live, qu'on va interrompre dans pas très longtemps. Parle-nous des niveaux, Jérôme, de cet article que tu as vu, qui date un petit peu, mais qui est hyper intéressant. Voilà, Marc Boyer, vous connaissez certainement, qui gère depuis longtemps Pilote Test Norme-EN, qui a une école dans les Pyrénées, a fait un petit article sympa, ça date de quelques années, c'est sur les niveaux, c'est-à-dire que quand on vole, en fait, chaque pilote pourrait donner une note, en fait, donner un niveau à l'aérologie dans laquelle il vole. Ces niveaux, pour lui, ce qu'il propose, vont de 1 à 5, et un petit peu comme les homologations de voile, en fait, EN, A, B, C, D. Et dans ces niveaux, il y a 4 thèmes abordés. C'est comment je vis, comment sont les turbulences que je vis. Donc, elles peuvent être faibles, moyennes, fortes. Elles peuvent être localisées ou très fréquentes. Le comportement de l'aile dans cette aérologie, comment est le comportement de mon aile, est-ce que j'ai des comportements dynamiques, est-ce qu'il y a de l'amplitude ou pas, est-ce qu'il y a un risque de fermeture ou pas, et est-ce que les fermetures sont grosses ou pas, c'est le deuxième thème. Le troisième thème, c'est quel type de pilotage me demande cette aérologie à ce moment-là. Est-ce que j'ai beaucoup de temps de repos? Est-ce que j'ai un pilotage actif nécessaire? Par exemple, à un moment, ça devient turbulent, donc là, je me réveille et puis mon pilotage devient actif. Ou si j'ai un pilotage actif indispensable, c'est-à-dire que je sois toujours attentif. Et le quatrième thème, c'est la vigilance. Est-ce que ma vigilance est faible, de faible à vigilance permanente? Donc, et ça va donner 5 types de niveaux, de niveau 1 à 5. Là, on voit le 1 et 2 affichés à côté de toi. On voit le 1 et les 2. Donc, turbulence faible à très localisée, l'aile reste stable et les turbulences n'engendrent pas de mouvement dynamique ou pas de risque de fermeture. En fait, Jérôme, pour bien comprendre, Marc Boyer, il dit dans son article, alors c'est un article qui date de 2014, je ne sais pas si on le trouve encore, parce qu'il y a des gens qui nous demandent le lien vers l'article, je ne sais pas si ça existe, on peut en reparler peut-être, on pourra le mettre en commentaire plus tard. Ce qui fait le rapport par rapport, il fait un comparatif avec l'escalade, hein, Jérôme. En se disant, en escalade, sur un mur d'escalade, on peut déterminer si c'est du 5, du 6, du 6A, 6B, 6C. En parapente, on peut pas déterminer ça. Donc, il invente une échelle qui permet de dire, en fonction des conditions du jour, voilà le niveau. Tout à fait. Donc ça, c'est très intéressant de prendre conscience de ça en tant que pilote, parce que ces niveaux sont très subjectifs. Hein. C'est pas quelque chose d'établi comme ça peut l'être en escalade. Donc là, c'est très subjectif en fonction des facteurs humains, le stress, la fatigue, etc. Et voilà, s'entraîner à se dire, ben voilà, aujourd'hui les turbulences étaient comme ça, le comportement de l'aile était comme ça, j'avais besoin de ce type de pilotage, de ce type de vigilance. Voilà. Et ça peut correspondre à la norme EN aussi, entre guillemets, mais c'est pour vous mettre un parallèle. C'est-à-dire que sur la norme EN, quand vous êtes sur une ENA, on va dire que le niveau autodémerdant de l'aile est au maximum et le niveau d'exigence du pilote est au minimum. Et plus on va avancer B, C, D, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que l'exigence du pilote va être au maximum et le côté autodémerdant de l'aile va être au minimum. Voilà. On peut faire un petit parallèle comme ça.
Il existe ces niveaux en compétition. Alors, on n'utilise pas 5 niveaux en compétition, mais 3 niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, et qui peuvent permettre, qui donnent des informations au directeur d'épreuve qui, lui, est au sol. Et c'est sûr que s'il y a une quantité de pilotes qui annonce un niveau 3 à tel endroit, ça peut avoir des conséquences sur le fait de stopper la manche, de l'annuler, etc. Voilà. Et c'est ça, Jérôme. Frédéric, pardon, demande si ça vient de là, les 3 niveaux de vol en compétition, si ça vient de ce classement. Non, les niveaux de vol, ça date d'avant 2014, hein, mais c'est ces niveaux qu'a proposé Marc Boyer, lui, il utilise ça plus en vol quand il est en stage cross ou avec ses pilotes sur les débriefings, quand il est les liaisons en radio, pour que les pilotes puissent estimer la masse d'air dans laquelle ils volent de manière subjective. Et c'est ça, tu donnes le niveau, tu dis ça correspond. Voilà. Aujourd'hui, c'est du niveau 3, là, à cet endroit-là, c'est du niveau 3. Et ça permet à peu près à quoi sur des débriefings. Ça permet ensuite sur des débriefings d'ajuster entre les pilotes, d'échanger, et ça peut permettre aussi de comprendre que sur un niveau 4 par exemple, ou niveau 5, il est très compliqué de voler longtemps avec un pilotage actif indispensable, une vigilance presque permanente et des risques de grosses fermetures. On ne va pas pouvoir voler longtemps. Par contre, en niveau 1, oui, on peut peut-être voler longtemps en termes de temps, puisque on a beaucoup de temps de repos et il n'y a pas de risque de fermeture. Et ce que dit aussi Marc, c'est que souvent les vols de cross, les vols de performance sont réalisés dans des niveaux 2 ou 3, en fait, qui permettent des temps de repos et des zones turbulentes plus localisées, pas permanentes. Super, on nous dit Jérôme que on le trouve effectivement sur des sites, sur le site de Soaring. On trouve exactement. Voilà. Donc c'est l'école de Marc Boyer, vous pouvez retrouver là-dessus puisque c'est un support que lui utilise régulièrement au cours de ses stages. Bon, super. Jérôme, merci pour ce live encore ce soir. On a encore quelques questions. On va peut-être les traiter une prochaine fois. Et ça fait, je vois que les gens commencent à avoir faim. Il y a des gens qui nous quittent. Il est dit, ça fait déjà 1h45 qu'on est en live. On va se refaire un live très vite avec les incidents de vol et toutes les questions encore. J'ai l'impression que c'est. On pourrait relancer, continuer ce thème, bien sûr. On peut proposer aux gens aux pilotes de poser leurs questions aussi par écrit à l'avance, comme ça nous permet de les synthétiser un petit peu. Bien sûr. N'hésitez pas, j'ai sûrement oublié pas mal de choses, donc si vous avez envie sur ce thème-là de revenir sur des éléments, des questions qui n'ont pas été abordées, n'hésitez pas. On reparlera pas mal de certains outils en préparation mentale. Je vous le dis juste comme ça, c'est que là on est en période de confinement, donc on adore voler, on adore être dehors, etc. Et on pourrait se demander est-ce que notre niveau va diminuer, etc. ou comment on peut progresser tout en étant enfermé. Et ben il y a des techniques qui marchent très bien, c'est les techniques de visualisation. Vous pouvez très bien vous mettre dans un coin tranquille et repenser à des vols que vous avez faits ou créer des vols, ou faire votre petit film d'un vol que vous souhaiteriez faire en le vivant positivement. C'est de la visualisation et ça permet de progresser même en restant chez vous. Je te propose qu'on le fasse la prochaine fois en ouverture de live, Jérôme, que tu nous fasses faire un petit exercice de visualisation, si tu en es d'accord. Ça pourrait être pas mal, genre un peu méditation, visualisation, ça nous mettra bien, puis on pourra tester le son comme ça. Voir si tout fonctionne. On a des bonjours de partout, du Canada, de toutes les régions de France. Il y a même quelqu'un qui nous a dit, et même du Nord-Pas-de-Calais. Donc pour dire, hein, excellent. Ça vole. Même dans le Nord-Pas-de-Calais, ça vole. C'est génial. Moi, je voulais remercier aussi Rock the Outdoor. Vous pouvez aller sur le site de René, Rock the Outdoor. Il y a tous les conseils de Jérôme et les analyses, comme on l'a fait là, de vidéos sur YouTube. Il y a plein de conseils sur justement souvent les incidents de vol. Hein. Tu analyses plein d'incidents de vol. Avec des vidéos et avec plein de conseils, Jérôme, c'est ça, hein? Voilà, je donne mon avis. Certaines vidéos, je veux pas, elles sont pas publiées, mais voilà, mais c'est intéressant. Le but, c'est de donner des informations, on va dire les plus analytiques possibles, en fait, avec du recul. Et puis on répondra aux questions, on regardera les questions qui sont non traitées. Peut-être Jérôme, tu pourras répondre directement en privé sur certaines questions très techniques. Sinon on le fait la prochaine fois. On remercie également tous ceux qui ont partagé ce live. Parapente Plus, SkyMauve qui est partenaire de Wingmaster, tous les autres. Air Design aussi qui est notre partenaire. Voilà, c'est super sympa de nous suivre. Soyez de plus en plus nombreux à nous regarder ces lives pendant cette période de confinement. On est là pour ça. Jérôme est là pour répondre à vos questions.
questions. Et puis n'hésitez pas à aller sur wingmaster.top parce que là on vous a montré des extraits, mais vous avez 11 heures de vidéo et 21 épisodes. Il y a toutes les techniques du parapente, il y a tous les incidents de vol, il y a toutes les techniques de pro de Jérôme, il y a des centaines d'astuces et même pour les pilotes qui ont de l'expérience, il y a plein de choses. Moi qui fais du parapente depuis 6 ans maintenant, je redécouvre à chaque fois des techniques et pourtant j'ai tourné avec Jérôme, j'ai fait les montages et à chaque fois que je regarde, je découvre encore des trucs quoi, sur des positions de main et des astuces qui sont vraiment très chouettes, c'est inépuisable. Et l'abonnement est à vie. Donc une fois que vous avez pris l'abonnement, vous l'avez autant de fois que vous pouvez le regarder autant de fois que vous voulez et on aura des tournages cette année en préparation avec des chapitres supplémentaires. C'est ça Jérôme? Voilà, on a des idées pour soit améliorer, soit d'autres trucs. Prochain live, la question est posée. Je sais pas, dans 2-3 jours, on va débriefer celui-là et puis on se regarde. Faut que Jérôme se repose, quand même un peu. Ah oui. Il a donné là. Hein. Exactement. Et c'est avec plaisir et je vous remercie tous d'avoir été présents et d'avoir posé des questions. Merci à tous et désolé encore pour les problèmes de son. Je pense que on va s'améliorer, on va devenir pro et dans 3 mois et demi, quand le confinement sera terminé, on sera au top. On aura de la barbe comme ça, des cheveux, enfin pas moi mais Jérôme non plus, mais de la barbe quoi en tout cas. Allez, on se reparle très vite. Merci d'avoir suivi ce live. Merci Jérôme. Merci, à bientôt. Allez, à très bientôt, bonne soirée. Tchuss.